Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours concernant la gastrologie. Ce cours, il va s'intéresser à une infection parasitaire très très fréquente et répandue dans le monde. Nous allons parler d'une atteinte due à l'amibiase. L'amibiase, ou bien amibiose intestinale. Donc, c'est une atteinte, un état où l'organisme humain héberge le parasite, le protozoaire, l'Entomyia histolytica. Parce que vous devez savoir que parmi toutes les amibes, seulement une qui nous intéresse médicalement est pathologique. Et c'est le genre et l'espèce Entomyia histolytica. Parce que vous vous rappelez, il y avait d'autres espèces qui pouvaient toucher d'autres systèmes aidants, la Contomyia, Naegleria floweri, etc. هذوك sont des amibes libres. Ou Edkin, l'Endolimax, etc. Elles ne sont pas pathologiques. On distingue alors des formes soit symptomatiques ou bien asymptomatiques. Ça veut dire soit l'individu est infecté, il est porteur de l'amibiase, ou bien il commence à présenter même des symptômes, la maladie due à l'amibiase elle-même. Majoritairement, l'amibiase, elle induit la dysentérie, le syndrome dysentérique. Ça veut dire des rectorragies, émission des selles glérosanglantes, ténesme et épreinte. Donc, la forme symptomatique, elle peut être soit de localisation colique, ou bien, si l'amibe est capable de disséminer, elle va nous donner des atteintes extra-intestinales. Le foie, au niveau du foie surtout, et les poumons, majoritairement. Donc, comme on a dit, l'amibe, c'est une atteinte cosmopolite, répandue dans le monde entier. Donc, on la trouve partout. Mais surtout dans les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que, bien sûr, elle est liée au péril fécal et à l'hygiène. Donc, si nous n'avons pas les mesures correctes, donc l'amibe, elle va se répandre plus. Donc, la fréquence, comme on a dit, à peu près 12% de la population mondiale est infectée. Et là, l'amibe au niveau de son tube digestif. Mais seulement 10% des infectés vont présenter des symptômes. Ces pourcentages vous rappellent quoi? Tuberculose. Parce que tuberculose, c'est une atteinte répandue, mais pas tout le monde va faire des symptômes. Donc, beaucoup de personnes sont infectées, mais seulement 5 à 10% font des symptômes de tuberculose. Les formes extra-intestinales sont rares, de l'ordre de 2 à 20% des formes cliniques. Par contre, il faut faire attention, parce que cette amibe est responsable de beaucoup de décès. C'est la troisième cause de décès parasitaire après le paludisme et la bilharziose. Voilà. Donc la répartition géographique, l'amibe, c'est un parasite cosmopolite qui se trouve partout comme on a dit, sévit surtout en zone tropicale, chaude et humide parce que ce sont les facteurs qui permettent le développement de ce parasite. Il existe des améboses autochtones dans les pays temporés, ça veut dire qu'ils vivent eux-mêmes, pas besoin de parasiter nécessairement. Il existe dans les collectivités avec hygiène défectueuse, donc ils vivent là-bas et ils attendent d'infecter quelqu'un. Les égoutiers, contamination dans les campings, etc. Donc le Maroc, c'est un pays d'endémie. Regardez les pourcentages. L'incidence, elle est de l'ordre 7,6 à 12,5 en milieu urbain et elle peut atteindre 21% en milieu rural. Il faut faire attention, puisque c'est un parasite lié au péril fécal, c'est pour cela au niveau des bidonvilles, la répartition est encore plus élevée. 39% des adultes et 35% des enfants. Donc c'est un pourcentage très important. C'est pour cela qu'il faut faire très attention pour bien combattre cette maladie parce qu'elle est très répandue. Donc le mode de transmission, comme on l'a dit, le seul réservoir de l'Entomyia histolytica dont on va s'intéresser est l'homme. Ce n'est pas comme les amibes libres. Les amibes libres, leur réservoir, il peut être les eaux douces, etc. Et c'est une maladie liée au péril fécal. Ça veut dire une transmission orofécale, soit directe ou bien indirecte. Elle est due à l'ingestion de kystes. Donc transmission directe par les mains sales, souillées de terre qui est infectée, ou bien indirecte, les eaux de boisson, les crudités mal lavées, etc. Et nous avons ensuite une transmission sexuelle possible, etc. Voilà. Donc voici un schéma qui nous montre notre cycle. Donc il peut se faire soit par les aliments souillés, les mains sales, et ça va nous faire l'amibiase intestinale. L'amibiase intestinale, elle ne présente pas toujours des symptômes. Donc comme on a dit, seulement 10% des individus vont présenter des symptômes. Et lorsqu'elle va présenter des symptômes,
elle est capable de disséminer. Et si elle dissémine, elle peut nous donner une amébiase viscérale, notamment au niveau du foie et au niveau des poumons. Voilà, c'est bon jusque-là? Très bien. Donc l'amibiase, la parasitologie, bien sûr, vous vous rappelez de certaines caractéristiques. On les a vues en parasitologie. C'est que l'amibiase, c'est un protozoaire, parce que vous vous rappelez, il y avait trois règnes. Le règne des protistes, le règne des helminths, ماشي des helminths, le règne des Chinese ماشي صراحة. Ouais. اللي كان fait les helminths et les arthropodes. Mais bon. Donc il fait partie des protistes, c'est un protozoaire et la classe des rhizopodes. Les rhizopodes, ça veut dire les protozoaires qui se déplacent par l'émission des pseudopodes. Il présente trois formes, deux formes actives et une forme kystique. Les deux formes actives, la première c'est la forme minuta, Entomibia histolytica minuta. C'est l'amibiose d'infestation. C'est l'amibiose qui est latente. Elle n'a pas de symptômes. Elle réside au niveau du tube digestif et elle attend l'altération du système immunitaire, par exemple. Et nous avons la deuxième forme, la forme histolytica. Donc l'Entomibia histolytica. Elle est hématophage et c'est elle qui est responsable de la maladie. Et nous avons ensuite une forme kystique de résistance et de contamination. Bien sûr, comme on a dit, il existe d'autres amibes, l'Entomibia dispar, Buccellii, Hartmanni, coli, etc., Endolimax, Pseudolimax, toutes ces amibes, on peut les trouver, mais tout de même, elles ne vont pas être responsables de la maladie de type dysenterie, par exemple. Donc, on peut elles aussi trouver, puisqu'elles ont des caractéristiques similaires. Donc, au niveau du microscope, l'Entomibia histolytica minuta, on peut trouver les pseudopodes, un seul noyau, et elle n'est pas hématophage. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver des globules rouges à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, si on trouve l'Entomibia histolytica minuta, ça témoigne que l'individu est infecté, mais il ne présentera pas la maladie. Mais ça veut juste dire qu'il est à risque. Ça veut dire que si un jour il présente une immunodépression, l'Entomibia histolytica minuta, il peut passer vers la forme malade. Non, Mohamed? Voilà. غتحول l'entomibia histolytica. Donc bien sûr, l'entomibia elle-même, elle subit une multiplication par division, par scissiparité, donc helmintose, ou voilà. Puis elle se transforme en kyste, pour être éliminée au niveau des selles et infecter de nouveaux hôtes. Ensuite, nous avons l'entomibia histolytica, qui est très mobile. Et bien sûr, comme on a dit, elle a un caractère hématophage. Donc on peut trouver des globules rouges à l'intérieur de ce parasite. Ensuite, nous avons la forme kystique. La forme kystique où on peut distinguer quatre noyaux avec un corémidium ou cristalloïde. Regardez ici. Donc voilà, ce sont eux qui sont évacués au niveau du milieu extérieur et c'est eux qui contaminent. C'est une forme de résistance de contamination. Donc le cycle évolutif de l'entomibia, on distingue deux types de cycles. Un cycle non pathogène et un cycle pathogène. Donc le premier, c'est le cycle non pathogène. Donc il va commencer bien sûr par l'ingestion du kyste, comme on a dit, soit d'une manière directe ou bien d'une manière indirecte, soit par les mains sales, les aliments sales, etc. Donc la membrane du kyste est ensuite lisée, ce qui va nous donner des amibes à quatre noyaux. L'amibe à quatre noyaux, il va se diviser, nous divisons des noyaux, ils vont devenir 8, et ensuite une division cytoplasmique. Ce qui va nous donner 8 amibules, petits amibes. Donc des cellules filles, des parasites enfants. Et ce parasite va se transformer en amibe minuta. Et lorsqu'il devient minuta, c'est là où on a plusieurs devenirs possibles. Soit il va rester sous forme de minuta au niveau du tube digestif, surtout le côlon, soit il va se transformer en kyste et être éliminé au niveau des selles, soit sous l'effet par exemple, l'immunodépression et que Entomibia, il remarque qu'il y a des conditions favorables, il va se transformer en la forme hématophage. Parce que la forme hématophage, normalement, elle est freinée par les anticorps du corps humain. Rappelez-vous, surtout les anticorps sériques, au niveau des muqueuses, au niveau des sécrétions, etc. Donc, elle protège la paroi colique. Donc l'entomoeba histolytica, elle ne va pas se transformer en forme pathologique
sous la protection de ces immunoglobulines. Mais le moment comme j'ai dit, nous avons une immunodépression, nous aurons une altération, et donc l'amibe minuta, elle va devenir histolytica. Donc ce cycle, c'est le cycle d'infestation, ce n'est pas le cycle de la maladie. Infestation, ça veut dire, on peut avoir les signes ou non, plus ou moins. Le kyste amibien, c'est un agent de dissémination comme on l'a dit. Donc le cycle, il commence par l'ingestion et il se termine par l'élimination des kystes. Le kyste, il est très résistant. Il peut survivre même 15 jours, regardez, au niveau à 18 degrés Celsius, 10 jours au niveau des selles, 3 jours à l'air et à la lumière, etc. Donc il est très résistant, ce qui facilite sa transmission et sa dissémination. Ensuite, si par exemple nous avons des facteurs favorisant au développement de l'amibe, nous allons passer alors dans le cycle pathogène dans ce cas. L'entomibia, elle va trouver les facteurs favorisants pour devenir le type histolytica. Donc l'amibe minuta, si nous avons des facteurs liés à l'immunodépression, ou bien liés aux parasites ayant des enzymes protéolytiques, etc., la minuta va devenir hématophage. Et c'est ce qui va nous donner ensuite les symptômes de la dysentérie amibienne. La dysentérie amibienne, elle est due pourquoi? Parce que cette amibe est capable de sécréter des substances nécrosantes, ce qui va nous donner des ulcérations en coups d'angle. Des ulcérations en coups d'angle, ainsi que des abcès en boutons de chemise. Parce que l'entomibia, elle va se multiplier d'une manière latérale, extension latérale. Et elle va être alors capable de pénétrer les vénules mésentériques. Et si elle fait cela, l'amibe va alors disséminer dans le corps humain et nous donner l'amibiase extra-intestinale, surtout hépatique. Donc, elle doit devenir la succession, le raisonnement de la survenue de la dysentérie amibienne. C'est bon jusque-là? Oui, oui. Très bien. Donc voilà, on continue. Les facteurs responsables de la maladie, bien sûr, le parasite, il est mobile, donc il peut disséminer, il peut facilement se fixer, etc. Il est hématophage, donc il va liser les globules rouges. Il est capable d'adhérer à la muqueuse intestinale, seulement le côlon. Il ne va pas adhérer à l'intestin. C'est un parasite du côlon. Donc voilà. Ensuite, l'équipement enzymatique spécial de cet amibe, il est très riche en enzymes protéolytiques, etc. Ce qui est capable de liser la paroi, etc. Sous l'effet d'un traitement médical et adapté, ou par les anticorps protecteurs, bien sûr, l'amibe est freinée. Lorsque l'amibe, comme on a dit, sa transformation en forme histolytica, elle est modulée par les anticorps. Donc si les anticorps sont présents avec un traitement efficace, l'amibe ne va pas se transformer en histolytica. Donc il est freiné, il va quitter pour se réfugier dans la lumière et il va être éliminé sous forme de kyste. Donc comment le devenir si nous avons un traitement favorable. Sinon, si le traitement n'est pas favorable, l'individu par exemple a une pathologie intestinale préexistante, non. انا لاحظك ما سمعتش عليك ما كنتش هضرتي على Donc, كونسيبت ديال comme on a dit, l'amibe, sa transformation histolytique, hein, elle est modulée par le système immunitaire. Donc, par exemple, si l'individu il a un bon système immunitaire et il prend un traitement efficace, est-ce que l'amibe va se transformer en histolytica? نو. Non. Donc, l'amibe est freiné, il va s'enkyster, il va se réfugier dans la lumière intestinale. Il ne va pas induire la dysentérie. C'est bon? ولكن انا راه كيدويو كيقول لك وقيلا داز حولت من الهيستوريتيكا Ah, et les وكيتسنى symptômes تيبقى. vont régresser et il va devenir à la norme, va redevenir à la normale, l'individu. آه. Bien sûr. Les facteurs liés à l'hôte. Donc l'hôte, s'il a une pathologie intestinale préexistante, une irritation locale, perturbation de la flore, facteurs généraux comme l'immunodépression, tous ces facteurs, ils vont faciliter à l'amibe sa transformation en hématophage et induire la maladie, l'amibiase maladie. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Donc le suivi, etc. Parce que l'amibe, les symptômes, ils peuvent être graves. On va voir. Surtout chez les immunodéprimés, les sujets âgés, etc. Donc l'anatomie pathologique. Quels sont les types de lésions qu'on peut trouver? Les lésions d'abord, ils siègent seulement au niveau du côlon. Ils ne siègent jamais sur le grêle. Et les deux sièges les plus fréquents, c'est les zones de stagnation des matières fécales.
notamment le cécum et le côlon droit, ou bien le sigmoïde et le rectum. C'est logique parce que l'amibe a besoin de se fixer et adhérer à la paroi. Si nous avons un flux continu, l'amibe n'aura pas la chance d'adhérer à la paroi. Donc l'atteinte, elle va nous faire la dysentérie aiguë. C'est une atteinte, elle peut se produire surtout au niveau du rectum. Les autres atteintes dans le cadre de la dissémination, ils peuvent toucher le foie, le poumon, le cerveau, etc. Donc, au niveau histologique, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, on aura des ulcérations en coup d'angle et des abcès en bouton de chemise. Regardez cet abcès qui se, voilà, l'ulcération en coup d'angle. Regardez le début, la rentrée le parasite et la multiplication à l'intérieur de la paroi latéralement. C'est ce qui nous donne cet aspect de bouton de chemise. Voilà. En ce qui concerne la vue macroscopique, on peut voir un amébome. C'est une réaction inflammatoire qui ressemble à une tumeur. Elle peut se produire au niveau du sécom et bien le sigmoïde. Et l'invasion pariétale, elle peut aussi induire soit une perforation de la paroi, soit une hémorragie, soit des fistules. C'est normal parce que ça rentre dans le cadre de la dysentérie, l'hémorragie, et la perforation parce que l'amibe est capable de perforer la paroi, de liser la paroi grâce à ses enzymes. Donc, ما جبتيش oui, حنا كيدويو على في الانفازيون باريتال زعما في لاباروا ديال الارتير là, le paroi dit le côlon. عاد الكولون صافي. Ah, donc le diagnostic positif. Comment on confirme l'amibose? فكروني, qu'est-ce qu'on faisait? اكزامان بارازوفيسيال. L'examen parasitologique des selles, il est très utile. Mais bien sûr, il va être inutile quand? Lorsqu'on a une amybiose viscérale, disséminée. اكسترا Voilà, intestinal كنديرو السيرولوج. très bien. Donc l'étude clinique. Donc d'abord, le tableau clinique, il se présente sous forme d'une dysentérie. Une dysentérie, elle sera de type amibienne aiguë. Donc les formes symptomatiques, qu'est-ce qu'on trouve? Topographique, qu'est-ce qu'on va chercher, associer, etc. On va voir tous les signes qui nous orientent vers cette dysentérie amibienne. Donc d'abord, on entend le mot dysentérie. Donc nous sommes dans le syndrome dysentérique. Qui peut me rappeler les symptômes du syndrome dysentérique? يكون لي فو بوزوان Faux besoin, دينيزم ténesme, إبخاز épreinte, دانيس ديال ايفاكياسيون دي السون اي دو غلير. glérossanglante. سيل Très bien. Donc كليروزونغلونت. les faux besoins, émissions, etc. Donc voilà. Les épreintes, c'est une douleur dans le cadre colique. Les ténesmes, c'est une douleur de tension du sphincter anal. Donc voilà, l'amébose intestinale ou bien dysentérie, très caractéristique. Donc les selles abondantes, mais ils deviennent rapidement afécales. Donc nous sommes dans les feux besoins, où nous avons une émission gléro-sanglante, donc le crachat rectal. Les épreintes, ce sont des douleurs dans le cadre colique. L'éténisme, c'est une contraction du douloureuse du sphincter anal. Donc c'est un état général. L'état général est longtemps conservé et pas de fièvre. Si la dysentérie est intestinale, il n'est pas viscéral. L'atteinte est viscérale, pas de fièvre. Ce n'est pas comme par exemple les dysentéries bactériennes. Ça aussi, ça oriente. Les dysentéries bactériennes, ils ont les mêmes symptômes, mais il y a la fièvre. C'est bon? كنديرو ديك اوسي. Voilà. Donc voici un exemple des selles glérosanglantes. À l'examen clinique, il est plus ou moins normal. On peut avoir parfois un discret météorisme. Les palpations des fosses iliaques droite et gauche, elles peuvent être douloureuses. Le toucher rectal, il va revenir souillé de sang et de glaire. Donc, donc les signes qu'on peut trouver. On peut avoir d'autres formes, des formes diarrhéiques simples, donc où l'individu il présente seulement des diarrhées fécales avec parfois des glaires et le sang. La palpation de l'abdomen, bien sûr, le cadre colique est encore douloureux parce que nous sommes dans le syndrome dysentérique, mais qui est un peu atténué. Et des formes frustes. La forme fruste, c'est encore plus atténué, qui est réduit seulement à quelques crachats rectaux. Donc ce sont des formes symptomatiques qui sont un peu moins graves que le syndrome dysentérique amébienne aigu. On peut avoir ensuite l'amibiase colique maligne. L'amibiase colique maligne, c'est une exagération des symptômes. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une toxi-infection grave qui se voit surtout en zone tropicale. On aura un ballonnement abdominal avec une dysentérie sévère. Dysentérie sévère, ça veut dire plusieurs selles glérosanglantes, une incontinence anale même,
et avec un état de choc toxi-infectieux. Fièvre élevée, yeux cernés, extrémité cyanosée, hypotension, oligurie subictaire, dyspnée, sueur. Donc c'est un état de choc toxi-infectieux. Il est caractérisé par tous ces symptômes. L'évolution, l'évolution, elle est fréquemment vers la perforation et la péritonite. Parce que lorsqu'on a une perforation d'un organe creux, donc on aura le péritoine, il va être envahi par l'air et va lui aussi s'infecter. C'est ce qui va nous donner la péritonite. Le pronostic dans ce cas, c'est lui le plus grave et c'est là où on aura les décès. 40% de décès. Donc voilà, زين قول لي شنو هذيك الجيو سيغني. les yeux cernés. Les yeux cernés هما اللي بحال هادشي داخلين كيبينوا بحال الديزيدراتاسيون. فهمت. انا فطرني بحال انا نكتبوها في جوجل باش تشوفها حتى هي. انا فطرني. سيرني بحال هكا تقريبا. Donc voilà. Ensuite, nous avons une autre forme, c'est l'amibome. L'amibome, c'est une forme rare, mais qui montre une inflammation localisée qui donne un aspect pseudo-tumoral. Donc, le siège habituel, c'est surtout le sécom ou le sigmoïde. Bien sûr, il induit des douleurs abdominales, diarrhée, syndrome subocclusif, parce que l'amibome, c'est une masse qui commence à se former et elle peut comprimer ou bien bloquer le passage des matières fécales. Donc, diagnostic différentiel, c'est le cancer, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une forme pseudo-tumorale, donc elle ressemble au cancer. À l'examen anatomie pathologique, on trouve des infiltrats inflammatoires, les PNN, cellules géantes, etc. Parce que c'est une inflammation chronique, d'évolution chronique. Et elle régresse rapidement sous anti-amibiens. On va voir les anti-amibiens, ils se basent sur quoi? Ensuite, عرفتي oui, دابا هذيك الدياغي اللي غتكون كليروسون ولا ما تكونش فيكال. لا الدياريه غتكون غير فيكال ما تكونش غليروسونغلون حيت هادشي كيكون ليميتي لاميبون كيكون ليميتي زعما. ولكن اللي كان عنده بحال سيندروم سيبروكليزيس حيت هو بحال شي تيمور دونك كتبلوكي. اه البلوكات غتكون. لا ماشي ما غاديش تبلوكي غادي غير تقل ما تعرف المهم. لا لا وليش هما كيحسبوها دياغنوستيك ديفيرونسيال على الكونسير. على الكونسير كيبلوكي ما يبقاش دونك الكونسر يس. لا اول حاجه الكونسر كيبلوكي وكيدير لك حتى ريكتوغاجي التيراسيون ديتا جينيرال ايتترا. راه داكشي اللي قلت لك الدياغي غتكون اه كليروسون. الدياريه تكون غليروسونغلون بون المهم. ما عرفت صراحه. Ensuite, nous avons une autre forme, la typhlite amibienne. La typhlite amibienne, c'est une atteinte qui ressemble à l'appendicite. Mais bien sûr, les deux différences qu'on aura, c'est la fièvre, أول حاجة, l'appendicite elle est fébrile, وتاني حاجة, la diarrhée. L'appendicite, elle n'est pas vraiment accompagnée de diarrhée, alors que la typhlite amibienne, elle est accompagnée de diarrhée. Ensuite, nous avons des formes associées. Elle peut être une co-infection bactérienne, soit à la shigellose, la salmonella, etc. C'est ce qui va nous donner une diarrhée abondante, de l'ordre de 20 selles par jour, imagine avec moi. On aura une fièvre très élevée, avec une déshydratation très marquée, des douleurs abdominales, des nausées, vomissements, avec une asthénie et des céphalées, et une altération de l'état général très, très grave. Parce que, comme on a dit, une co-infection bactérienne, ils vont faire ravage au niveau du corps humain. Donc, le diagnostic, on se base sur la coproculture pour isoler la bactérie et l'examen parasitologique des selles pour isoler le parasite. Donc, on peut aussi faire la sérologie typhique, etc. Ça dépend en fonction de qu'est-ce qu'on cherche, quelle bactérie qui a été la cause de cette infection. Ensuite, nous avons la co-infection parasitaire, un autre parasite, comme les helminthias, les giardias. Donc là, les helminths surtout, rappelez-vous, les helminths c'était eux qui causaient les hyperéosinophilies d'une manière massive. Donc lorsqu'on distingue une hyperéosinophilie, on doit chercher une forme associée à un parasite parce que on doit savoir, l'amibe, si elle reste au niveau de l'intestin, elle ne va pas induire d'hyperéosinophilie. Donc si on la trouve, ça veut dire qu'il y a une co-infection ou bien on a une amibiose viscérale. Voilà. L'examen parasitologique des selles est très important pour dépister le parasite. Elle peut être aussi associée à une rectocolite hémorragique. Elle est très fréquente.
Parce que la rectocolite hémorragique, elle traduit une altération les mécanismes de défense du tube digestif, du côlon. Surtout le côlon, c'est rectocolite. Donc, dans ce cas, elle prépare le terrain au développement de l'amibe. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux formes associées. Parce qu'ils induisent des atteintes plus graves que la normale. Donc voilà, c'est tout concernant les formes associées qui nous intéressent. Maintenant, les formes compliquées de l'amibiose maladie. La première chose, c'est la chronicité. Cette atteinte, elle peut évoluer vers la chronicité. Donc, les complications intestinales, on peut avoir des hémorragies importantes, elle peut avoir des ulcérations, des abcès péricoliques, des perforations intestinales favorisées par la cholectasie, etc. Donc, ce sont des complications intestinales qui peuvent survenir lors de l'amibiose de la maladie. Donc, hémorragie, ulcération, sténose même, abcès, etc. On peut aussi avoir une colopathie post-amibienne. Donc, une colopathie, elle va commencer à présenter des symptômes, le côlon similaire au syndrome de l'intestin irritable. Donc, il fait suite à l'amibiose intestinale, ça veut dire après la maladie de l'amibiose, on a une colopathie. Donc, des douleurs abdominales diffuses, une alternance entre diarrhée et constipation, et dyspepsie, céphalée, palpitations et asthénie. Donc, l'examen parasitologique des selles peut révéler des formes minuta ou des kystes. Donc, ça témoigne que c'est une colopathie post-amibienne. Ça veut dire que la maladie, elle est terminée. L'amibiose, elle est terminée, mais maintenant nous avons la séquelle de la colopathie elle-même. C'est bon? Hmm. Donc voilà, on va s'arrêter ici concernant le cours pour laisser la deuxième partie qui va s'intéresser à l'extra-intestinal et au traitement. Donc voilà, c'est tout.